Dr. Stott. Je voulais remercier le professeur Stott et son équipe de m'inviter. Je suis heureux d'être avec vous, d'apprendre de vous, de partager un peu mes connaissances. Alors, je fais honneur au Dr. Mason Sounds et Melvin Jadkins, qui ont commencé l'angiographie coronaire. Il faut que vous sachiez, pour les jeunes surtout, que quand Mason Sounds a commencé, on l'a mis en prison pour expérimentation humaine, quand il a fait la première coronarographie. Il lui a fallu, comme partie de la défense, faire une coronaro par son collègue Shirey et lui à son collègue pour démontrer que ce n'était pas expérimentation humaine, qu'ils l'ont fait à eux-mêmes. En tout cas, c'est bon à savoir ça. Et on fait le premier cath lab. Vous voyez, le tube des rayons était là-haut. Il y avait un trou ici avec l'amplificateur d'image. Et Dr. Sounds descendait dans ce trou-là, sous le sol, pour regarder là l'image d'angio. Alors, on a beaucoup évolué. Et c'est bon, je pensais, de se rappeler où est-ce qu'on a commencé. La prochaine étape importante était Andreas Grunzig en 1977, qui a montré la première angioplastie, et vous connaissez l'histoire. Et Andreas était un très bon professeur, il a beaucoup enseigné ce qu'il avait appris, mais il est devenu un pilote un peu fou. Il a changé de femme, changé d'avion, et tristement, il est mort avec un accident d'avion. Alors, en sommaire, un diapo de l'angioplastie. 77, Grunzig a commencé. 83, on a fait le steerable wire. Avant, c'était un ballon tout seul. Et vous voyez, le guide a descendu de 9F8765, près de 90. DCA, rotablator, brachytherapy ont apparu et presque disparu. Rotablateur est encore très utile et on l'utilise, mais les autres sont disparus. Le stent, le DES, est ici depuis à peu près 2000, et vous connaissez le reste de l'histoire. Ça n'a pas beaucoup changé depuis ici. On fait la même chose pour les dernières 15 années. Ce qu'on a appris aussi, c'est que l'imagerie intracoronaire, IVUS et OCT principalement, sont très importantes et améliorent la qualité de l'angioplastie. Comment montrer cette étude de la Corée, récemment publiée, 5 années de suivi, 1400 malades randomisés. Avec IVUS, les événements étaient un tiers de ce qui c'était sans IVUS. Et nous connaissons les raisons. Avec l'imagerie, on sait mieux ce qu'on fait et c'est meilleur. Alors, l'angioplastie du 77 à maintenant. Avec Grunzig, c'était une lésion simple, un vaisseau proximal non calcifié, concentrique, sans branche. Maintenant, le succès est 99%. C'est effectif dans les syndromes stables, instables, simples et complexes, alternatives au pontage et CTO. Et maintenant, on fait angioplastie presque dans tout le monde et c'est rare d'avoir besoin de la chirurgie. L'étape prochaine en intervention, c'est la physiologie. On a appris qu'il ne faut pas tout dilater. Si vous avez une lésion sévère, il faut avoir une épreuve physiologique d'ischémie. Les deux grandes études anciennes, maintenant Differ et Fame, ont montré que des lésions angiographiquement sévères qui n'étaient pas dilatées parce que le FFR était négatif, ont mieux fait que si on faisait une angioplastie. La même chose ici, avec FFR et sans FFR, c'était mieux. Et ça a changé la vie au cath lab. À Washington, nous avons démontré que l'angio était un système très pauvre pour évaluer une lésion. Et en fait, si on voit le minimal lumen diameter, the diameter stenosis, and lesion length, il n'y a pas de corrélation avec la physiologie. R de 0,19. Et ça, c'était un concept
qui nous donnait beaucoup d'humilité. Parce qu'avant, le malade était à la table, on voyait des lésions, on les traitait. Ici, c'est un petit exemple. De l'autre côté, il y avait une lésion de la coronaire droite, pas très sévère. Quand on a dit ça, ce n'est pas la raison de l'angine de poitrine dans ce malade. Mais on fait un FFR, et c'est très ischémique, 0,6. 0,8 est la limite. Et on fait à l'IVUS, on voit une lésion sévère avec presque une obstruction totale. Alors, l'évaluation physiologique nous montre réellement quelle lésion doit être traitée. Le prochain développement en intervention, c'était le scanner. On a commencé par faire le calcium score, qui est le meilleur test pour prédire si un malade a un risque de maladie coronaire. C'est un test, c'est une fois, c'est très bon marché, on dit oui ou non. Avec l'épreuve d'effort, il faut la faire tous les ans, parce que ça dure 1 an seulement. S'il y avait une lésion de 70%, l'épreuve d'effort est négative. Le scanner coronaire, c'est une très bonne façon d'évaluer le coronaire. Et le scanner pour les valves est devenu le gold standard pour toutes les valves, aortique, mitrale, tricuspide. Et en fait, c'est l'équipe d'écho en salle de cathé qui dirige la procédure ces jours-ci. Calcium score, si le score de calcification est près de 0, la survie à 5 ans est 99%. Mais si le score est de 1000, il y a 15% de mortalité. Et tout ça est pire si le malade est diabétique. Alors c'est une très bonne façon. Je ne sais pas si c'est facilement available ici au Maroc. Pas beaucoup. J'espère que ça va arriver, parce que les radiologues aiment le faire, c'est facile, c'est rapide, c'est bon marché. Alors, écho dans le cath lab. J'ai mentionné que l'imagerie par écho, c'est la partie la plus importante des cas structurels. L'auricule, le septum, la valve mitrale, aortique, tricuspide, les remplacements valvulaires. C'est réellement l'équipe d'écho qui nous dirige. C'est eux qui nous disent poussez, tirez, tournez, arrêtez, faites vite. C'est tellement important que l'équipe d'écho dans le laboratoire structurel est devenue une équipe spécialisée. Chez nous, la personne qui fait l'écho des cas structurels fait que ça toute la journée. Elle est au cath lab tous les jours, 5 jours par semaine, en nous guidant avec l'écho. Alors, l'échocardiographiiste général, habituellement, n'est pas préparé à diriger un cas structurel. Ça, c'est un grand changement pour le futur. Alors, comment je vois le cath lab adulte maintenant? Avant, c'était surtout le coronaire. Maintenant, dans les labos qui sont grands, c'est la plupart des cas structurels, congénital, acquired and others. Parfois, il y a des jours où il y a toute une semaine, je ne fais pas un coronarien, c'est tout structurel. Et ça va arriver au Maroc, en Algérie, ça va arriver en Afrique. Mais ça va prendre du temps, sans doute. Alors maintenant, je vais toucher sur un changement très important dans l'intervention cardiologique aux États-Unis. On a implémenté 2 systèmes. Un, c'est, je crois que la pile, on doit changer la batterie. Appropriateness criteria. Maintenant, quand on fait une procédure en angioplastie, en diagnostic, on envoie le malade à s'opérer, on les classifie en appropriate, uncertain ou inappropriate indication. Et je vais expliquer ça dans 1 minute. En plus, maintenant, il y a des registres avec des collections de data qui est très complète, où on supervise l'indication de la procédure, les résultats de la procédure
et le long-term outcome. Alors, toutes les sociétés savantes ont maintenant fait des critères ensemble, cardiologie, chirurgie, écho, nucléaire, etc. Et l'appropriateness criteria dépend des symptômes, du risque, de l'épreuve d'effort, de l'anatomie coronaire, la physiologie, et la présence du diabète et le score de syntaxe. Et ça, c'est un exemple. Ça, c'est pour les malades asymptomatiques. Alors, à la colonne de gauche, on voit l'épreuve d'effort. High risk, medium risk, low risk. En bas, c'est l'anatomie coronaire. Un vaisseau, deux vaisseaux, etc. Et vous voyez ici, si l'épreuve d'effort est de intermediate risk, il n'y a pas de lumière, inappropriate, c'est un ou deux vaisseaux. Alors ça, on n'a plus le droit de le dilater. Et si on a de l'angine de poitrine, on voit des lésions, mais si ça tombe dans ces carrés-là, on ne peut pas les dilater. Et ça, c'est 16 pages de table. Et ça, c'est un exemple. Asymptomatic, angina class 1, 2, 3, 4, épreuve d'effort, low, intermediate, high risk. Et dans les autres colonnes, c'est l'anatomie, et c'est les symptômes, et c'est le traitement médical maximum. Si un malade a seulement une médecine pour l'angine, ça, c'est pas accepté, c'est inappropriate. Il faut qu'il prenne 3 médecines. Alors, ça, c'est 500 000 malades aux États-Unis qui ont une PCI, publiée il y a plusieurs années. Et si vous voyez en vert, c'était les cas instables, les infarctus et les angines instables. 99% étaient appropriate. Dans l'angine instable, la colonne à droite, seulement 50% étaient appropriate. 40% étaient uncertain, n'étaient pas sûrs. Et 11 à 12%, c'était inappropriate. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Les hôpitaux sont montés sur les malades, ont dit, il ne faut pas faire ça parce que le système va nous charger de l'argent si on fait beaucoup de inappropriate. Les assurances et le gouvernement. Et comme vous voyez ici, de 2009 à 2014, la quantité d'appropriate en brun a monté, et plus important, les inappropriate a descendu de 25% à 8%. Alors, d'un point de vue de médecine du pays, ça a été bon. Ça contrôle un peu les individus qui faisaient ce qu'ils voulaient. Et ça, c'est intéressant. Dans les angines instables en rouge, acute coronary syndrome, les angioplasties ont descendu. Mais dans les angines stables, ils ont descendu beaucoup dans le pays. Et à droite, vous voyez, si on voit les médecins en pratique privée, en rouge, et à l'université en bleu. Ceux qui étaient en pratique privée ont descendu beaucoup plus, à la moitié des angioplasties. Suggérant qu'en pratique privée, il y avait des médecins qui dilataient un peu plus de ce qui était nécessaire. Ce qui fait qu'aux États-Unis, le nombre d'angioplasties a descendu dramatiquement de 2006 à 2012. Et je sais que ça a descendu encore plus maintenant, mais on n'a pas de statistiques nationales sur ça. Alors, comment on fait en 2019? L'angio n'est pas suffisante pour indiquer une intervention, à moins que ce soit une angine instable. Les symptômes et les données non invasives déterminent appropriateness. L'épreuve physiologique est nécessaire pour démontrer l'ischémie. Et les hôpitaux, les assurances et le gouvernement font du monitoring constant de tout ça. Alors, les New Guidelines for Stable Coronary Disease, l'angine stable, la vascularisation est indiquée pour alléger les symptômes qui ne sont pas contrôlés par le
traitement médical optimal. Et on peut traiter seulement les lésions avec preuve d'ischémie par test non invasif ou invasif de physiologie. Et je vais montrer ce qu'on fait maintenant à Washington chez nous. Oui, nous dilatons seulement les grands vaisseaux proximaux avec une grande zone d'ischémie myocardique, avec une épreuve d'ischémie, pas par angio, par physiologie ou imagerie. Et on ne dilate plus les petites diagonales, les marginales, la descendante postérieure, parce que c'est une portion de myocarde qui est petite, et on sait bien maintenant que ça va mieux avec traitement médical qu'avec des stents. Alors c'est un changement total pour nous. L'hôpital, tous les hôpitaux aux États-Unis, ce qu'on appelle PQC, Hospital Professional Quality Committee. Ils analysent les résultats de chaque cardiologiste et mettent ces données dans le National Cardiovascular Data Registry, NCDR, pour appropriateness, performance, les résultats de la procédure, the outcome à long terme et le coût de la procédure. Alors l'hôpital fait une comparaison entre les cardiologistes de l'hôpital. Ils peuvent dire, oh, docteur Pichard, toi, ça va pas bien, regarde les autres. En plus, ils comparent avec les résultats nationaux. Ce NCDR, c'est national, et tous nous, les hôpitaux, on reçoit les données du pays en général. Alors, si quelqu'un sort dehors des limites, l'hôpital dit à ce médecin, tu vas avoir un procteur pour les prochaines 10 angioplasties, et si tu ne t'améliores pas, tu ne peux plus faire d'angioplastie. En plus, maintenant aux États-Unis, on a public reporting. Il y a des rapports publics. Alors, le public peut savoir comment Pichard fait les angioplasties, qu'il a un bon succès, bon résultat, un coût raisonnable. Et celui qui est à côté de moi, il est mieux ou pire. Ils peuvent savoir comment les hôpitaux font. Alors, les malades peuvent dire, oh, mon hôpital, ils ne font pas bien l'angioplastie, je vais aller à côté ou je vais aller ailleurs. En plus, les journaux et quelques magasins commencent à publier les résultats des médecins et des hôpitaux. Ça n'arrive pas dans tous les États aux États-Unis, mais plusieurs États le font déjà. Alors, c'est un changement important de la cardiologie interventionnelle. Avant, c'était une activité dirigée au volume. On disait, j'ai fait 1000 angioplasties l'année dernière. Alors, on avait beaucoup de succès. Maintenant, on a augmenté la qualité, diminué le coût. Alors, c'est value-driven, pas volume-driven. Alors, maintenant, on dirait, l'année dernière, j'ai fait la meilleure angioplastie au coût le plus bas avec les meilleurs résultats. Et moi, je pense que ça, c'est très bien. C'est bon pour les malades, c'est bon pour l'hôpital, c'est bon pour le pays. Et en fait, la mortalité cardiovasculaire aux États-Unis, de l'année 2000 à 2013, a descendu presque à la moitié. Ça, c'est un peu le traitement médical, mais c'est aussi, je pense, la meilleure utilisation d'intervention dans les cath labs du pays. Alors, le cath lab du futur, comme j'avais dit, le volume coronaire va diminuer, le volume structurel va augmenter. La décision d'intervenir n'est plus pour le cardiologue qui a fait l'examen diagnostique. Maintenant, je fais un diagnostic, je trouve maladie de 2 vaisseaux, 3 vaisseaux sévères. Je ne dilate plus ad hoc. On parle avec le heart team, mes collègues, les chirurgiens, on dit, et le malade et sa famille, et après on fait l'intervention. Et ça, c'est totalement nouveau. Avant, on décidait nous-mêmes. C'est plus nous qui décidons individuellement. Je pense aussi que le cath lab, il va y avoir d'autres médecins, pas seulement le cardiologue,
imaging specialists, vascular, surgery, radiology, neurointervention. C'est le même équipement, c'est un peu le même matériel, c'est le même système. Les infirmières peuvent aider dans tous ces cas. Et avec le multi-specialty, on apprend tous des autres et ça marche mieux. J'ai vu plusieurs labos déjà au monde comme ça, et ça marche très très bien. Et quand on dépose beaucoup dans un labo optimum, c'est bien d'inclure les autres spécialités. Et comme j'avais dit, les hôpitaux et le gouvernement vérifient pour la qualité, les dépenses et les outcomes. My personal view. Le cath lab du futur va être un site qui est sophistiqué, avec des équipements qui sont très chers, très nouveaux, très sophistiqués. Il va avoir besoin réellement des opérateurs experts. Ce cath lab va être efficient, safe, transparent about results and outcomes. Et ça, c'est mon opinion. Je ne suis pas sûr si vous êtes d'accord. Centers of excellence have the best chance to serve well the needs of the country. Ideally, interventional cardiologists of the future should work full-time in the cath lab. Small cath labs with non-expert operators will be more expensive and offer less quality to patients. Alors, par le moment, des petits cath labs, on peut mettre un stent, ça c'est standard, c'est facile. Mais à mesure que l'évolution arrive vers les procédures plus compliquées, plus sophistiquées, je pense que ça devrait devenir une sous-spécialité. Et moi, je pense que c'est encore plus important dans les pays d'Afrique, où les moyens sont limités. Alors, il faut les concentrer dans des sites qui ont une qualité exceptionnelle, qui le font avec beaucoup moins de coûts et qui vont faire le mieux pour les malades. Merci beaucoup.